Chers élèves, je suis très content de vous retrouver pour cette première capsule vidéo qui a pour sujet le thème 4 de votre spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Après avoir analysé avec M. Bouhira les dynamiques des puissances internationales ainsi que les relations entre les États et les religions, après avoir compris quels étaient les principes et les limites du système politique démocratique, vous allez maintenant apprendre à poser un regard critique sur les sources et les différents modes de communication qui nous servent à nous informer. Comment s'informe-t-on aujourd'hui? Par quels moyens? Suivant quelles sources? Comment s'articule l'information et la communication? Qu'est-ce qu'un média? Sommes-nous manipulés par les médias à moins que nous nous laissions manipuler par eux? Et comment? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans les prochaines heures de cours. Mais avant, comme dans toute introduction, définition des mots du sujet, problématique et petit détour par une théorie de la communication avec Marshall McLuhan. Le dimanche soir, Romain, Léonard, Léa et Fama se retrouvent dans un kebab de la ville. Ils se racontent leur week-end. Ce soir-là, les quatre prétendaient avoir une super info à raconter aux autres. En fait, un seul avait réellement une information. Romain a expliqué qu'il avait fait du skate avec son chien. Léa, qu'elle s'était acheté des vinyles. Fama, qu'elle était presque sûre d'avoir vu la prof de français avec un homme. Et Léonard a annoncé qu'un nouveau cinéma allait être construit dans le quartier. C'est lui qui avait l'info. Pourquoi? Reprenons. C'est quoi une information? La séance de skate de Romain avec son chien, c'est rigolo, mais ce n'est pas une info, c'est une anecdote. Ça ne regarde que sa vie à lui, ça ne change rien pour celle du petit groupe. C'est comme les vidéos de chats sur internet, ça occupe 5 minutes, mais ça n'a aucun intérêt. Les vinyles de Léa, pas une info non plus. Léa est dingue de vieux disques, et ses parents qui ont beaucoup d'argent lui permettent d'en acheter quasiment tous les week-ends. Rien de nouveau, une information doit apporter quelque chose de neuf. La prof qui aurait fait une rencontre alors, toujours pas une information, c'est un potin. La vie privée d'une personne ne regarde qu'elle-même tant qu'elle ne choisit pas d'en parler en public. Et puis une information, on doit en être sûr, elle doit être vérifiée, ce n'est pas juste une impression. Le cinéma de Léonard, ça oui, c'est du scoop. Enfin un cinéma à trou paumé, sacrée nouvelle pour les quatre amis, ils vont enfin pouvoir profiter des dernières sorties en salle. Et puis Léonard a vérifié ce qu'il affirme. Quand il a vu le chantier, il a d'abord demandé à un ouvrier ce qui se construisait. Et puis il a envoyé un texto à son oncle qui travaille à la mairie. Et son oncle lui a confirmé que c'était bien un cinéma. À la télé, dans les journaux, sur Internet, c'est la même logique. Une véritable information, c'est quelque chose de nouveau, qui a des conséquences pour un nombre important de personnes. Et quand on l'annonce, on est sûr que ce n'est pas une bêtise. D'ailleurs, le patron du kebab a un truc à dire aux quatre copains. Le prix des sandwichs a augmenté. Mauvaise nouvelle, mais vraie info. Alors cette vidéo est extraite d'une chaîne YouTube intitulée Les Clés des médias. C'est une chaîne que je vous recommande, elle est produite par France Télévisions, France Inter et le ministère de l'Éducation nationale. Que nous apprend cette courte vidéo de l'information? Eh bien, elle nous apprend que l'information a trois caractéristiques. D'abord, une information est une nouvelle. Mais ce qui transforme cette nouvelle en information, c'est qu'elle concerne un groupe social, un collectif. Elle intéresse un ensemble de personnes. La troisième caractéristique, c'est qu'une information est vérifiable. Et elle doit être vérifiée. Elle se distingue donc d'une anecdote. Une anecdote, c'est une nouvelle qui ne concerne qu'un groupe restreint de personnes, voire une personne toute seule. Elle se distingue aussi de la rumeur. La rumeur, c'est une nouvelle aussi, mais que l'on ne peut pas vérifier et qui peut être déformée ou déformante. Le mot rumeur vient du latin riumur, qui désignait autrefois le bruit que faisait une armée en marche, et bien sûr les armées jouaient beaucoup sur ce bruit, sur ce vacarme, pour que l'ennemi, impressionné, se rende ou se décourage avant même que le combat ne commence. Enfin, l'information se distingue de l'opinion.
L'opinion, c'est un jugement porté sur un sujet qui ne peut pas se confondre avec le sujet lui-même et qui relève davantage de la manière de penser, une manière de penser qui peut être rationnelle, mais qui dénote toujours une orientation particulière. Mais l'élément clé qui fait qu'une information est une information, une fois acquis que c'est un fait nouveau, que ça concerne un collectif et que c'est vérifiable ou vérifié. L'élément clé qui fait qu'une information est une information, c'est quand la nouvelle que véhicule cette information se transforme en action. Pour expliquer ce passage de l'information à l'action, je choisis le même exemple que celui donné par les auteurs de l'article Communication de l'encyclopédie Wikipédia. Admettons que la nouvelle à transformer en information soit « il pleut aujourd'hui ». Cette nouvelle doit d'abord être produite comme nouvelle. Et c'est d'abord vous qui pouvez le faire. Lorsque vous sortez de chez vous, vous recevez des gouttes de pluie sur votre tête, vous constatez que l'herbe est mouillée, bref, votre corps envoie à votre cerveau un certain nombre de signaux que votre cerveau résume plus ou moins rapidement en fonction de la nuit que vous avez passée et de ce que vous avez fait la veille, en une seule phrase, tiens, il pleut. Aussitôt, vous rentrez en informant votre famille et vous transformez cette nouvelle en information. Cette information peut être produite aussi par une entreprise, telle que Météo France. À partir des données que reçoivent les satellites de cette entreprise sur la circulation des masses d'air en altitude, à partir des données au sol et des modèles mathématiques, cette entreprise va produire un bulletin météo qui sera diffusé ensuite auprès des radios, d'Internet, de la télévision ou de la presse écrite, qui sont autant de médias qui diffuseront cette information. Que ce soit vous le producteur de cette information, ou que ce soit Météo France, cette nouvelle débouche sur un ensemble d'actions, c'est-à-dire de choix conscients que vous allez faire et qui consistera à vous habiller en conséquence ou à prendre un parapluie ou à ne pas sortir. Si on prend cet exemple de la pluie et du beau temps, il y a un ensemble complexe d'opérations qui rendent d'un côté possible la production et d'un autre côté la transmission et la réception de cette nouvelle et de cette information. Et cet élément est essentiel. L'ensemble de ces opérations s'appelle la communication. La communication, c'est la manière avec laquelle l'information se transmet. Et cette manière obéit à des codes, obéit à des normes. Il y a une sorte de grammaire qui permet à l'information de circuler de manière à ce que le récepteur de l'information soit bien d'accord avec l'émetteur de cette même information. C'était assez facile au début de l'histoire de l'humanité, puisque l'information se confondait avec la communication. Vous rencontriez quelqu'un qui vous donnait une nouvelle qui était immédiatement une information. Mais les choses se sont compliquées avec l'invention de l'écriture en 3500 avant Jésus-Christ et surtout le développement du livre à partir de l'imprimerie en 1450. La communication est devenue de plus en plus complexe. Cela a eu deux conséquences. D'abord, cela a séparé l'information de la communication. Une information contenue dans un support écrit, un livre, peut circuler rapidement, mais il faut que cette information soit lue pour être effective et se transformer en action. Deuxièmement, il faut apprendre les codes et les normes qui peuvent être plus ou moins complexes pour que l'émetteur et le récepteur partagent la même information. Il faut que l'émetteur d'une information ait les mêmes codes et que ces codes deviennent de plus en plus difficiles à acquérir. Non seulement il faut les avoir, mais il faut aussi les maîtriser pour qu'il n'y ait pas de distorsion dans l'information. Mais cette maîtrise des codes est devenue d'autant plus complexe que le nombre de médias s'est multiplié grâce aux innovations technologiques. À la page 256 de votre manuel, vous avez une frise chronologique des différents médias, et votre manuel distingue deux types de médias, les médias traditionnels et les médias récents. Tous sont liés à des innovations technologiques. La première d'entre elles est l'invention par Gutenberg de l'imprimerie, c'est-à-dire d'un procédé mécanique de reproduction du texte écrit qui permettra plus tard l'apparition de deux supports médiatiques, le livre et le journal, qui deviendra au XIXe siècle la presse. Au XIXe siècle, justement, a lieu un processus industriel qui multiplie les innovations sur lesquelles vont se greffer de nouveaux types de médias. Des procédés chimiques permettent l'apparition de la photo au milieu du XIXe siècle, la maîtrise de la production de l'électricité permet l'apparition du cinéma à la fin du XIXe et de la radio au début du XXe siècle.
C'est là que s'arrête la liste des médias traditionnels. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle et l'invention de l'électronique, de l'informatique, apparaissent de nouveaux médias que votre manuel appelle des médias récents, que sont la télévision, l'ordinateur et le smartphone. On notera deux choses. D'abord, que pour l'instant, aucun média ne chasse l'autre. Le livre coexiste avec le smartphone, qui coexiste avec la radio. Il y a simplement une recomposition du rôle du média dépassé. Et on peut même aller plus loin, et ce sera le deuxième point, on peut prendre le smartphone ou l'informatique, l'ordinateur, qui allie à la fois le son de la radio, l'écrit du livre et l'image du cinéma et de la vidéo. En résumé, si on reprend l'histoire de l'émetteur et du récepteur d'une information, tous les deux, émetteurs et récepteurs, doivent partager le même code pour pouvoir transmettre cette information sans ambiguïté. Mais la question est de savoir quel média choisir. Vous pouvez choisir une communication verbale, vous pouvez également prendre une photo, vous pouvez envoyer un SMS. Mais à chaque fois, vous devez utiliser un code différent qui rendra votre communication plus ou moins efficace, plus ou moins compréhensible.